Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et des vraies voix de l'emploi avec trois très belles, on peut dire, entreprises ou associations en notre compagnie. Une lueur d'espoir du restaurant dans le noir. Le restaurant dans le noir, né en 2004, offre bien plus qu'un repas. Avec des guides inattendus, il propose une profonde leçon d'humanité et de courage. Chanel Lenoir, directrice générale de Dans le Noir International, sera avec nous pour en discuter. De même, Emmaüs Solidarité, c'est pas simplement que des promesses d'un toit, d'un repas, mais aussi, on le verra, d'un emploi pour garantir au long cours la réinsertion d'un certain nombre de personnes. Au-delà de répondre à l'urgence de l'hébergement, il y a des rendez-vous en termes d'insertion, d'emploi, de formation. Lotfi Wanezar, le directeur général de Emmaüs Solidarité, va nous en parler. Et à la carte des cafés joyeux, des recettes faites maison et le sourire d'un nouvel horizon depuis 2017. Les cafés joyeux offrent emploi et formation aux personnes en situation de handicap mental ou cognitif, ouvrant la voie à un avenir professionnel. Yann Bucaille, fondateur et directeur général, nous en dira plus. Et on a même avec nous le plaisir d'avoir Nicolas Destet, skipper du bateau Café Joyeux. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Chanel Lenoir. Bonsoir. Bonsoir Lofty Wanezar. Bonsoir. Et bonsoir Yann Bucaille. Bonsoir. Et on vous salue aussi avant que vous mettiez les voiles, mais vous restez avec nous jusqu'à la fin. Nicolas Destet, speaker du bateau Le Café Joyeux. Vous nous avez concocté, mon cher Jérôme Laverny, un magnifique plateau ce soir. Par force et par obligation, on a bien entendu encore une fois une nouvelle tentative de Rémi André, le cartomancien de Sud Radio en matière de météorologie, ne pouvant réprimer la tentation d'agiter quelques petits nuages venant assombrir nos cieux. Alors il faut illuminer tout cela, et c'est un souriez-vous travaillez aujourd'hui de cette émission, effectivement, qui va présenter des initiatives, des missions qui, au-delà de donner une chance, en donnent une deuxième. Tous nos parcours de vie sont ponctués parfois d'épreuves un peu difficiles. Se retrouver à la rue, c'est pariolo. Ça demande aussi de la part des acteurs qui accompagnent les gens qui s'y retrouvent beaucoup d'empathie, beaucoup d'humilité aussi, pour pouvoir comprendre la problématique et le chemin de chacun. À la clé, néanmoins, eh bien, si l'on veut garantir au long cours une réinsertion, une insertion, et juste simplement derrière une réussite de très beaux sourires comme nous allons en avoir ce soir, eh bien c'est bien évidemment à la clé avec une solution en termes de démarche et de recherche professionnelle. Alors est-ce que quelque part, ce qui vous réunit tous ce soir, outre le fait d'être dans les vraies voies de l'emploi de Sud Radio, c'est pas votre rapport à l'humain et en particulier aux plus fragiles? Chanel Lenoir. Si, ou peut-être le fait de le voir différemment, c'est-à-dire que la différence, je pense, pour nous tous, est une chose que l'on voit pas comme un problème ou un blocage, mais au contraire comme peut-être une source de richesse, de diversité, d'enrichissement de l'humain. Et donc c'est par exemple comme ça que Dans le Noir le voit. Lofty Wanezar. Je partage ce qui vient d'être dit. Pour nous, vous savez, chaque personne qui arrive chez nous a une histoire, un talent et des savoir-faire. Et nous, notre mission, c'est d'aller chercher cela, parce qu'on croit dans l'humain, et je pense que cette société, malheureusement, laisse parfois des gens sur le bord du chemin. Notre mission, c'est de tendre la main et d'avancer ensemble. Yann Bucaille. Oui, complètement. Et dans la continuité de ce que dit Lotfi ou Chanel, c'est qu'il y a une récompense à la clé. C'est qu'on croit venir rendre service à quelqu'un. Et en fait, tout ça, c'est source de joie. Parce que ce monde dans lequel on vit, qui veut uniformiser tout, qui refuse quelque part de ne serait-ce que de regarder la personne à côté de soi sous prétexte qu'elle est différente ou trop différente. Mais en fait, ça, c'est une société qu'on veut pas, parce qu'elle est triste, cette société-là. En revanche, dès l'instant où on commence à tendre la main, comme vous le dites, ou effectivement à valoriser la différence, comme tu le disais, et bien là, tout d'un coup, on a un cadeau, c'est la joie. C'est ça. Donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, quoi. Un petit décryptage supplémentaire dans notre société qui aime bien agiter le verbe haut et parfois rester les bras ballants. On aime bien les majuscules, on aime bien affubler le mot humanitaire, humaniste, humain d'un H majuscule, là où on s'aperçoit que vos trois initiatives ne visent en aucune façon des chiffres mirifiques. Un restaurant, c'est quelques personnes, une dizaine peut-être d'employés, et
petits pas à pas, on arrive à faire des miracles, comme lorsque vous accueillez une personne en particulier qui va avoir un destin en particulier, et il y a peut-être la clé là, eh bien d'obtenir de très grands résultats en conservant donc l'humilité que vous avez eue au démarrage de vos entités et dans leur développement, eh bien de le faire encore une fois personne par personne, pas à pas, et bien évidemment avec cette vertu qu'on oublie trop souvent aujourd'hui, du sourire et de la simplicité. Chanel ? Ouais, il y a aussi des impacts indirects. Par exemple, au sein des restaurants dans le noir, on va avoir des guides serveurs qui sont non-voyants, mais en fait, ils sont là parce que ce sont les meilleurs. Donc c'est là aussi qu'on regarde différemment le handicap. Pour nous, c'est juste qu'on a regardé les compétences et ce sont les meilleurs. Donc peut-être qu'au total, on a 80 personnes dans tous nos restaurants qui ont cet emploi, mais on a aussi 2 millions de clients qui ont vécu cette expérience et qui ont changé de regard sur le handicap. Et ça, c'est important. Oui, alors peut-être que certains de vos collaborateurs aussi sont pourvus du diplôme le plus demandé par les entreprises aujourd'hui, l'agrégation, le doctorat, le CAP, le master de savoir-être, en tout cas de détermination, de volonté. Petite leçon aussi, peut-être tous que nous sommes à ne pas avoir vécu ces épreuves, souriez, vous travaillez, à son pendant et son équivalent symétrique. Ne faites pas la gueule parce que vous travaillez. Il y a des gens pour qui c'est une réelle chance que vos trois entités ont redonné. Lotfi Ouaneza, les gens, quand vous les sortez de la rue, on imagine qu'ils ont une reconnaissance immense pour vous. C'est très fort en émotion, très fort en interaction entre la personne qui accompagne et la personne accompagnée. Vous savez, aujourd'hui, à Emmaüs Solidarité, on accueille plus de 7000 personnes quotidiennement. Des hommes, des femmes, des enfants malheureusement, qui ont connu la rue, des primo-arrivants, des personnes aussi qui arrivent de la province, qui arrivent à Paris pour chercher l'Eldorado. Malheureusement, c'est pas toujours l'Eldorado. Et notre mission, c'est d'abord de ne pas les juger, les accueillir de manière inconditionnelle. Et ça, c'est important de leur dire, venez, entrez chez nous, vous allez vous poser, vous allez vous reposer, vous allez reprendre des forces et repartir dans la vie. Yann Bucaille. Oui, la mission Café Joyeux, c'est l'inclusion par le travail, parce qu'on considère que une personne qui est exclue du monde du travail, finalement, est exclue du monde en soi. Et ce que vous disiez, Jérôme, c'est tout à fait ça. C'est que même si au Café Joyeux, on a le sentiment, on a conscience, parce qu'on le mesure, on voit, on a des témoignages, qu'on change des vies, véritablement. Ça change complètement un écosystème de la personne en situation de handicap mental quand elle a un travail. Ça change la vie de sa famille, ça change la vie de tout son entourage. Mais on ne va pas changer le monde tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ce que disait Chanel, on a une autre mission qui est le changement de regard. Et c'est ça, les Cafés Joyeux, c'est de montrer que c'est possible. Le travail doit être accessible à tous, quelle que soit ma situation. Et c'est pourquoi on en parle ce soir dans les vraies voix de l'emploi de Sud Radio avec Jérôme Laverny. On se retrouve dans quelques instants. Vous voulez poser vos questions ou témoigner? Tiens, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Et on se retrouve pour les vraies voix de l'emploi en compagnie de Jérôme Laverny et en compagnie de Chanel Lenoir, directrice générale de Dans le Noir International. Si le restaurant Dans le Noir plonge ses clients dans la plus profonde pénombre, c'est une lueur d'espoir qu'ils offrent à ses employés et une magistrale leçon d'humanité. Alors Chanel Lenoir, présentez-nous le concept Dans le Noir. Alors c'est assez simple, vous êtes plongé dans un noir qui est absolu, donc obscurité totale, et vous êtes guidé par des serveurs qui sont non-voyants, tout simplement parce que ce sont les meilleurs pour vous guider dans le noir, et vous allez découvrir un menu surprise. Et c'est là que vous allez devoir faire travailler vos sens pour découvrir ce que vous êtes en train de manger. Et croyez-moi, c'est pas simple. Parce que quand on est dans le noir et qu'on voit pas ce qu'on a dans l'assiette, les papilles gustatives ne fonctionnent pas de la même manière. Pas du tout. Aujourd'hui, on dit que 80% de l'information passe par la vue. Donc une fois qu'on est privé de celle-ci, il faut faire travailler les autres sens et on n'a pas l'habitude. Et comment est né le concept? Alors le concept a été monté par Édouard de Breuil il y a 20 ans. L'année prochaine, on fêtera 2004, nos 20 ans. Le premier restaurant. Exactement, à Paris. Édouard de Breuil était un entrepreneur qui avait déjà monté de nombreuses sociétés dans divers domaines et cherchait quelque chose de plutôt avec un impact utile. Et il a rencontré dans ce cadre des associations, notamment dans la déficience visuelle. Et donc on n'a pas inventé ce concept parce que c'était une manière de sensibiliser les familles, l'entourage des personnes déficientes visuelles, que de les faire manger avec un bandeau sur les yeux. Simplement, il en a fait un concept de gastronomie, puisqu'aujourd'hui on est une entreprise qui invite ses clients à venir manger dans le noir absolu, c'est-à-dire qu'on est vraiment un restaurant avant tout et c'est l'expérience sensorielle que l'on promeut et en fait les convives découvrent l'expérience humaine et tout le côté inclusif a posteriori.
Alors c'est purement formidable parce qu'on a parlé d'empathie qui était absolument nécessaire à l'accueil des différents publics que vous accompagnez, sauf que cette empathie n'est pas forcément naturelle. Or vous la reproduisez de façon, si ce n'est artificielle, mais pour vos clients, de telle sorte à pouvoir se mettre en lieu et place de vos guides, comme vous les appelez. Alors comment vous les recrutez, ces guides ? Alors, on travaille avec des associations parce que c'est souvent elles qui ont les réseaux de personnes déficientes visuelles. Et en fait, on a un seul prérequis, c'est la motivation. C'est notre plus gros prérequis, la motivation, l'envie de travailler. Et après, on explique quel va être le poste, bien sûr, parce qu'il faut pouvoir se projeter. Et on se trouve souvent, et moi aussi, dans des réunions où on réunit des personnes intéressées, des candidats potentiels. Et pour la première fois, ils entendent... Vous êtes les meilleurs pour ce poste, là où on leur a toujours fermé la porte au nez. Alors, quelle est la proportion de gens, parmi ceux que vous employez, qui ont déjà eu une expérience professionnelle précédente à celle que vous leur offrez ? Je dirais 30 à 40% maximum. Ah oui. Mais on a des profils de tout âge. Ça peut aller d'étudiants qui sont en études ou qui ont abandonné les études à des personnes qui ont 70 ans, 65 ans. Ouais, oui. Vraiment, c'est très vaste. Qui parfois ne sont pas aveugles de naissance, par exemple, qu'ils sont devenus par accident ou par maladie. Exactement. Donc on a des personnes qui sont malvoyantes, des personnes qui sont non-voyantes totalement. On a des personnes qui le sont depuis la naissance et d'autres à qui c'est arrivé au cours de la vie ou à qui c'est en train d'arriver. Et donc à chaque fois, ce sont des histoires complètes à écrire. Alors ça, c'est très très important parce que je disais en introduction que parfois, sans s'embarquer à des grands mots et avec des majuscules d'humanitaire, d'humanisme, etc., l'idée c'était de procéder pas à pas et non pas de définir des grandes catégories. On a ce tort en France parfois de concevoir des plans avec des catégories qui sont visées sans être indélicat. Vous voyez, un jeune, une solution. Vous voyez, alors nous, Philippe, on n'aime pas du tout. On préfère un chauve, une solution. Voilà, on préfère cette catégorie-là. Sauf que vous, le public que vous accompagnez, il n'y a pas de catégorie d'âge, il n'y a pas de catégorie d'origine. Et ça, c'est relativement précieux et c'est une formidable leçon, une magistrale leçon supplémentaire que vous attribuez. Chanel Lenoir. C'est ça. Justement, quels sont vos besoins de recrutement et est-ce que vous avez accompagné sur le volet de la formation ? Parce que le public des employés aveugles ou malvoyants, c'est quand même c'est pas du tout méprisant, plus compliqué que pour quelqu'un qui voit bien et qui n'a aucun problème d'intégration dans le monde du travail. Tout à fait. Il y a une réalité, c'est qu'il n'existe pas d'école pour des personnes qui seraient mal ou non-voyantes pour devenir serveur, et qui plus est dans le noir absolu. Parce que les formations aujourd'hui ne sont pas forcément accessibles et n'existent pas pour servir dans le noir absolu. Donc on a développé notre propre formation qui fait aujourd'hui presque 40-45 heures. Ah oui. Et après ces 45 heures de formation, une personne qui n'a jamais travaillé dans le milieu de l'hospitalité peut devenir serveur. Oui, je rappelle, pour rebondir sur la question que je vous posais tout à l'heure, que le résultat, c'est que vous donnez leur premier travail à 60% de vos employés. C'est énorme, c'est considérable. Alors, est-ce que vous avez des candidats voyants qui sont jaloux et qui veulent travailler pour vous? Bien sûr, on a des candidats voyants et dans cette idée de ne pas discriminer d'une manière, d'une ou de l'autre, en fait on fait des tests et c'est le cas aussi pour tous les candidats qui postulent, c'est qu'on a un entretien assez classique de motivation, mais aussi on a un test de mobilité parce que le tout pour guider des clients, c'est de ne pas les perdre et de ne pas se perdre soi-même. Et donc pour tous on fait passer ce test et en fait il s'avère que des personnes qui sont voyantes sont assez mauvaise, il faut le dire, sur ce test, oui. Parce que dans le noir absolu, c'est pas si simple. Est-ce que vous avez inspiré d'autres entreprises ? Alors, inspiré, je sais pas. Je sais qu'on est un modèle en France sur le fait d'avoir 50% de personnes en situation de handicap. C'est aussi, on le disait tout à l'heure, notre goutte d'eau dans l'océan sur le recrutement d'un public en situation de handicap. On sait que c'est un océan et que nous, on représente une petite goutte d'eau. Par contre, les clients qui changent de regard quand ils viennent vivre cette expérience, c'est une chose. Et les entreprises qui, quand elles viennent vivre cette expérience, se disent... nous aussi, en fait, le handicap, on pourrait l'intégrer. Handicap et performance, c'est finalement compatible. Alors ça, c'est important. Et Yann Bucaille le disait juste avant la pause, le mot-clé, c'est regard aussi, parce que la double peine, parfois, pour un certain nombre de personnes ayant traversé des difficultés, qu'elles soient d'ordre de relevant de la santé ou de la vie sociale, c'est que le regard vient se surajouter comme une peine supplémentaire. Et ce que vous faites est formidablement précieux, parce que, du coup, il force ceux qui n'ont pas connu ces difficultés
difficulté-là, à porter un autre regard et à s'interdire un regard parfois sans doute un peu méprisant au-delà des semaines pour les personnes en situation de je sais pas quoi ou de je sais pas qui exonèrent les 51 autres semaines de faire des choses parfois aussi honorables. Eh ben, ce travail sur le regard, il est fondamental et vraiment chapeau bas à vos trois entités pour cette construction véritablement du regard. Et dans votre cas, à double titre. Et vous faites également, vous avez parlé des entreprises, vous faites des team building, vous faites même des escape games et des activités sensorielles. Dites-nous tout. En fait, le noir est un véritable outil qui permet de remettre la communication, par exemple, à niveau. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient faire un brainstorming dans le noir, le stagiaire va parler de la même manière que le PDG. Donc on brise les a priori, on brise les préjugés. Donc les gens parlent facilement entre eux, se tutoient très facilement. On casse un peu les codes. Et donc, c'est aussi intéressant pour les entreprises parce que du coup, c'est un outil pour faire des choses dans le noir, pour réfléchir, pour bâtir et surtout pour faire de la cohésion d'équipe. Donc, on a énormément d'entreprises qui viennent dans nos restaurants pour des événements de fin d'année, pour des événements de cohésion et du coup, pour faire changer aussi les regards, finalement. Et que disent les gens? Alors, soit en groupe, dans les entreprises qui font un team building par exemple, ou un escape game, ou les particuliers, monsieur qui dit tiens j'amène madame dîner, ou madame monsieur, peu importe, dans le noir qui est quand même un restaurant on peut dire différent, qu'est-ce qu'ils disent après en partant? Ils ont des étoiles dans les yeux. Et je dirais que tout ça peut être symbolisé par le point d'interrogation qui est à la fin de notre marque, qui embête beaucoup les journalistes qui l'oublient tout le temps dans les articles. Mais c'est dans le noir point d'interrogation parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas apporter des réponses ou dire la vérité, elle est là, il faut faire ça. Mais c'est juste que les gens se posent des questions sur ah ouais, la tomate, elle a ce goût-là, en fait, quand je sais pas que je mange de la tomate. Ou ah, je croyais que c'était du thon, en fait, c'était du veau. Mais aussi sur j'ai parlé à mon voisin et pourtant il a 2 tatouages, il a les cheveux rouges, alors que jamais je lui aurais parlé dans la vraie vie. Ou alors ah, mais là j'ai été guidée par une personne non-voyante et d'habitude c'est moi qui l'aide à traverser la route. Et une chose est certaine, regarder n'est pas toujours voir et parfois en fermant les yeux on voit d'un peu plus près, d'un peu plus en profondeur sans doute les choses et par le biais d'un autre sens. Et l'adresse pour aller chez Dans le Noir? Alors à Paris c'est dans le 4e arrondissement et puis 51 rue Quincampoix, c'est ça? Exactement, très précis. Oui. Et puis on ouvre notre 6e établissement français la semaine prochaine à Marseille. Où ça? Au sein du République, on est en partenariat avec un restaurant qui a aussi de très belles valeurs et que l'on partage sur l'inclusion. Donc il y en a 6 en France, où sont les 4 autres? Paris 4e, donc rue Quincampoix. À Bordeaux. Oui. À Strasbourg. Oui. À Toulouse. Oui. Et à Nantes. Oh ben c'est parfait, vous quadrillez de plus en plus. Bravo à vous, restez avec nous de toute façon. Dans quelques instants, on va parler d'Emmaüs Solidarité en compagnie de Lotfi Ouanezar. Je peux vous dire une chose, nos invités du soir mettent une pêche et donnent une espérance dans la vie absolument magnifique, Jérôme Laverny. C'était le but de la manœuvre pour contrecarrer les mauvaises manœuvres de Rémi André. Jérôme Laverny, 3 très très belles entreprises, associations avec nous. On avait Chanel, Le Noir de Dans le Noir, restaurant où ce sont des aveugles ou des malvoyants qui vous servent. Acteur majeur de la solidarité en France, de la solidarité en France, depuis l'appel de l'abbé Pierre durant l'hiver 54. Ça va faire bientôt 70 ans. L'association Emmaüs se partage en plusieurs entités dont nous accueillons ce soir Lotfi Ouanezar d'Emmaüs Solidarité, qui au-delà d'un toit et d'un logement s'efforce d'ancrer dans le temps le soutien apporté aux plus démunis. Bonsoir Lotfi Ouanezar. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous rappeler l'émission d'Emmaüs Solidarité qui est une entité d'Emmaüs? Exactement, vous l'avez dit, donc Emmaüs Solidarité a été créée par l'abbé Pierre en 1954. Notre mission, elle est simple et à la fois difficile. Nous accueillons plus de 7000 personnes quotidiennement, des hommes, des femmes, des enfants, essentiellement des personnes privées de logement. Et nous, en fait, on va les accueillir de manière inconditionnelle, ça c'est important, pour leur redonner donc un accès à un hébergement et surtout un logement qui reste la finalité. Mais le logement n'est pas une finalité. Une fois que les personnes arrivent chez nous, elles doivent aussi avoir accès à la santé et l'emploi qui est important. Et je rajouterai effectivement aussi la culture, le loisir. En fait, finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est que les gens, quand ils viennent chez nous, deviennent des vrais citoyens, qui ont accès aux services qu'on trouve dans une grande ville ou dans une petite ville et être comme madame et monsieur
tout le monde. Jérôme Lavergne. On ne dit pas assez qu'il y a un lien trop étroit entre l'hébergement, le logement, la santé et l'emploi. Et lorsque l'un des trois est impacté, malheureusement, il est rare que les deux autres ne le soient pas aussi. D'où le caractère précieux de votre travail. À l'origine quand même, bien sûr, cet appel de l'abbé Pierre, qui n'a pas appelé des subventions. Il serait précieux aujourd'hui qu'on revoie peut-être le financement de l'action publique et le financement de l'action associative qui repose trop fréquemment sur des demandes de subventions avant même de savoir si elles correspondent à un réel besoin. Donc cette figure de l'abbé Pierre est quand même tellement emblématique et manque tellement dans sa dimension humaine. Mais oui, ce que vous faites est éminemment précieux parce que il faut accompagner sur les trois volets. Votre présence est précieuse aujourd'hui parce que on a tout fait, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de jugement. On peut très bien considérer que quelqu'un qui est dans la rue et qui boit, par exemple, qui a une addiction à l'alcool, on peut très bien lui jeter la pierre sur le motif que il dépense de l'argent bêtement, il compromet sa santé. Mais qui a dormi dehors? De la même façon que qui a mangé dans le noir? Qui a dormi dehors pour ne pas avoir l'humanité nécessaire pour se dire mais zut, c'est peut-être une voie pour se réchauffer, pour oublier, pour passer et traverser toutes les heures d'une nuit. Bien sûr. Oui, c'est important ce que vous dites parce que Emmaüs Solidarité fait partie des associations qui sont un peu comme le dernier filet de sécurité de la société ou peut-être le premier maillon de la chaîne. On va tendre la main pour des gens qui ont tout perdu. Et je peux vous assurer que ça va très vite dans des grands centres urbains comme Paris, Lyon, Marseille ou même dans des endroits reculés. Donc nous, notre mission, c'est de redonner confiance. Et redonner confiance, ça passe, vous l'avez dit, par l'accès à l'hébergement et au logement, à la santé, mais l'emploi. Et puisque aujourd'hui, effectivement, l'émission, elle est plus sur l'accès à l'emploi, on a, pour cette mission d'accès à l'emploi, on a créé un pôle qu'on a appelé le pôle Emmaüs Solidarité Compétences, qui est regroupé de 35 salariés. Leur mission, elle est composée de 3 phases. D'abord, la formation, c'est important. Les gens aussi ont besoin d'être formés. Formation à l'apprentissage du français, formation à visée professionnelle, des formations spécialisées. On a aussi un pôle dédié aux allocataires des RSA. On a 38% de sorties de nos allocataires vers des entreprises. Et on a un pôle qu'on appelle le pôle emploi, qui va créer des passerelles entre le monde associatif, notre association en l'occurrence, et les entreprises. Alors justement, si certains chefs d'entreprise nous écoutent ou responsables au sein de l'entreprise, est-ce que vous avez besoin d'une recrudescence encore davantage de collaboration et de partenariat avec les entreprises? Comment peuvent-elles faire pour se rapprocher de vous et pour voir dans quelle mesure elles peuvent appuyer votre démarche et voire accueillir certains de vos bénéficiaires? Nous faire confiance, on sait faire. Nous avons aujourd'hui des personnes qui sont en capacité d'occuper un emploi, de bien le faire et de progresser au sein de l'entreprise. Ça, c'est important parce que nous formons des personnes qui ont énormément de compétences. Les gens ont des compétences. Nous, notre mission, c'est d'aller chercher ces compétences, de leur redonner cette estime de soi et de les accompagner. Par exemple, ce qu'on fait actuellement avec 3 ou 4 entreprises, avec L'Oréal, avec le groupe Adagio, avec Accor, on va travailler sur des petits groupes et on va faire une immersion dans l'entreprise. C'est-à-dire que nous, en fait, on va désigner un référent qui va accompagner l'entreprise et va suivre la personne dans ses premiers mois, dans ses premières semaines au sein de l'entreprise. Donc, toute personne est en capacité d'accéder à un emploi, et ça, on sait faire. Lotfi Ouanezar, comment se fait l'intégration au sein de vos entreprises partenaires? Est-ce que vous avez également des recrutements au sein de vos équipes? Bien sûr, on va travailler sur des outils. Par exemple, on a des job dating, on a des rencontres dédiées sur comment refaire un CV. On cherche parfois, par exemple, ce qui nous manque, c'est des entreprises qui acceptent des stagiaires. Même, par exemple, le premier pas avant l'emploi, c'est de nous faire confiance. Et je crois que cette passerelle-là entre l'entreprise et les associations doit évoluer, doit encore se renforcer. On sait que les entreprises aujourd'hui ont une politique RSE, c'est très bien, mais il faut la développer, il faut rentrer dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'adapte à chaque parcours, puisque chaque personne que nous accueillons à Emmaüs Solidarité, une personne singulière avec un parcours bien particulier, il faut s'adapter et renforcer ce lien des associations vers le monde de l'entreprise. Quand on regarde votre site internet, vos actions sont très nombreuses, ça va de la maraude à l'hébergement. Exactement. Parlez-nous un peu de vos actions. Exactement. Aujourd'hui, en 2023, Emmaüs Solidarité, c'est quoi? C'est 122 dispositifs. 122 dispositifs pour accompagner 7000 personnes en Ile-de-France et en Loire-et-Cher essentiellement. Et on va travailler effectivement sur l'allée vert, donc on a 4 maraudes, à Paris et en Val-de-Marne. On a 52 centres d'hébergement.
Là, on accueille les personnes de manière inconditionnelle. Mais nous avons également des dispositifs basés sur l'accès sur le logement accompagné, comme les pensions de famille et les résidences sociales. Donc c'est important. De la rue au logement. C'est ça aujourd'hui Emmaüs Solidarité, avec des missions transversales, l'accès à la santé. On a une mission santé qui est dédiée, qui fait un travail formidable sur l'accès aux droits et sur le parcours de santé. On a une mission dédiée notamment à l'emploi, je viens d'en parler, mais aussi on a des missions dédiées à la culture, qui est très importante, à l'accès aux loisirs, aux vacances. Finalement, c'est ce que je vous disais, c'est comment rendre une personne autonome, citoyenne, avec des vraies forces pour affronter cette vie qui n'est pas toujours simple. Je disais, votre action montre de façon magistrale combien il est nécessaire, il est impérieux de sortir de cette politique des catégories, de faire entrer dans des catégories. On ne peut pas accueillir et on ne peut pas aider de la même façon un demandeur d'emploi qui a un toit et celui qui n'en a pas. Parce que celui qui n'en a pas, il est dans une urgence absolue de ne pas avoir son corps compromis par des problèmes de santé pour pouvoir encore mieux se positionner. Et là, votre travail est éminemment précieux. Est-ce que vous évaluez une recrudescence des gens ayant perdu un logement ? Vous savez, les chiffres, quand on regarde les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, c'est édifiant. 300 000 sans domicile fixe. 4 millions de personnes en situation de mal logement. 10 millions de personnes qui sont considérées aujourd'hui dans le pays comme personnes pauvres qui gagnent moins de 1 200 € selon l'indice de l'INSEE. C'est énorme, ça fait 14,5% de la population qui est en grande difficulté. Évidemment, pour répondre à votre question, moi je prends des chiffres très simples. Je regarde mon rapport d'activité de 2021 et le rapport d'activité de 2022. 15 à 20% de personnes en plus que nous accueillons tous les jours. Oui, il y a une précarité qui augmente. Oui, les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. Oui, il faut impérativement relier le logement à l'emploi. C'est un SMIG à Paris. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un SMIG en Lozère pour pouvoir se loger. Or, le but de la manœuvre, en travaillant, c'est de pouvoir vivre décemment et d'avoir un toit et une assiette un peu remplie. Et on peut vous aider également, par exemple, en tant que bénévole ? Tout à fait. Il faut aller sur notre site internet. On cherche des bénévoles. Donnez le nom. Vous allez sur Emmaüs Solidarité. Vous avez une page dédiée, donc les gens peuvent devenir bénévoles, peuvent donner des cours de français, peuvent faire du soutien scolaire. On cherche aussi des entreprises qui ont aussi des bâtiments qu'on pourra occuper pour faire un centre d'hébergement, une pension de famille. Il y a plein de façons d'aider et notamment dans une région comme l'Île-de-France, il y a énormément d'opportunités, il y a énormément d'activités à faire. Donc il faut... vous savez, la question des sans-abri ou de la grande précarité, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Une société ne peut pas laisser une partie de sa population sur le bord du chemin. Exactement. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Lotfi Ouanezar, directeur général de Emmaüs Solidarité. Tout de suite, on va parler des cafés joyeux avec Yann Bucaille et avec un éminent navigateur, Nicolas Destet, qui va prendre la Transat Jacques Vabre dans quelques jours sous le couleur du bateau Café Joyeux. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et on continue avec 15 cafés joyeux, près de 15 qui depuis l'ouverture du premier en 2017 accueillent des personnes en situation de handicap mental ou cognitif en leur offrant une vraie perspective de carrière. Nous sommes en compagnie de Yann Bucaille, fondateur et directeur général des cafés joyeux. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Et vous êtes accompagnés, vous avez tous les deux le sweatshirt des cafés joyeux de Nicolas Destet, skipper, qui va faire la route du café. Absolument. Dans quelques semaines. On va en parler. Alors tout d'abord, Yann Bucaille, comment sont nés les cafés joyeux ? Rappelez-nous ce que c'est. Les cafés joyeux, c'est né d'une rencontre totalement imprévue avec un jeune garçon autiste de 20 ans qui s'appelle Théo et qui... le lien avec la voile, sur un bateau à la fin d'une navigation me pose une question complètement loufoque. Il me demande un travail. Il me dit, capitaine, il paraît que toi, tu es patron. Parce que vous avez une autre entreprise avant de fonder les cafés joyeux. À l'époque, je travaillais dans un milieu international, dans les énergies. Et il m'interpelle et il me dit, t'as pas un métier pour moi? Et moi, je l'ai regardé en disant, mais il a du toupet, ce Théo, parce que j'organise une journée sur mon bateau pour faire de la voile, et je pensais qu'il allait me dire merci, c'est sympa, c'était chouette. Non, il me demande un travail. Et donc je lui ai répondu aussi simplement qu'il m'a posé la question, non, j'ai pas de métier pour toi. Et là, lui qui était tout joyeux, tout souriant, il rayonnait
son visage s'est recroquevillé et il s'est mis en colère. Il m'a dit, c'est pas juste. Ouais. Parce que oui, capitaine, je suis handicapé, mais moi je peux travailler. Je peux être utile. Je veux un métier comme toi. Et ça, Philippe, ça a été le déclencheur d'une histoire que je n'imaginais pas. Extraordinaire. Parce que je suis rentré à la maison et je suis quasiment fondu en larmes devant ma femme en disant, mais en fait, ce qu'on fait, ça sert à rien. On embarque des gens faire du bateau, bon, c'est sympa, ils sont contents, mais en fait, il a raison. C'est l'agréable, il faut créer l'utile. Eh oui. Jérôme Laverny. Cette histoire, moi, m'a toujours scotché, je l'avoue. La règle d'or, c'est de se coucher moins tarte-molle. Autrement dit, de conserver la capacité d'écouter, de regarder, d'entendre. Voilà donc une initiative qui n'est pas née d'un grand plan érigé par je ne sais combien de grands savants, doctes et autres techniciens. Non, ce qui est simplement né d'une conversation. Point barre. Chapeau bas aussi à vos deux initiatives d'ailleurs également pour les restaurants dans le noir, parce que vous êtes une entreprise, faut le rappeler. Faut le rappeler. Et on a tôt fait en France d'accorder une sorte de monopole de la gentillesse, de la bienveillance, de l'humanisme au seul secteur public et associatif parce que ne gagnant pas forcément d'argent. Eh ben non. Ce jeune, il voulait bosser. Qu'à la clé, une entreprise soit rentable, eh ben ça n'a strictement aucune importance. En plus, vertu supplémentaire, vous apportez une leçon magistrale de l'intérêt qu'il peut y avoir à ne pas faire forcément la gueule. Et il est précieux que vous vous appeliez joyeux, tout en étant une initiative tout aussi simple, autre vertu dont on perd la pratique malheureusement aujourd'hui. Yann Bucaille. Oui. Enfin, en réponse à ce que vient de dire Jérôme, complètement d'accord. On est une entreprise et c'est quelque part le cœur du projet. C'est l'entrepreneuriat. Je pense que dans France, il y a des initiatives associatives qui sont formidables et heureusement qu'on en a. Et on a eu un témoignage à l'instant avec Emmaüs Solidarité. N'empêche, si le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise privée se saisit pas de la question, on va pas y arriver. Et le but, l'objectif des cafés joyeux, c'est de créer de la valeur. Et c'est pas moi qui crée la valeur, ce sont nos équipiers avec handicap. Et justement, vous avez quand même un développement, même à l'international. J'ai vu, vous avez ouvert 2 restaurants. Parce que c'est des restaurants. Oui. Vous ne servez pas que du café, vous servez à manger ou du thé, etc. Vous vendez également par correspondance. Au Portugal, à Lisbonne et à Cascais. À Cascais, c'est une banlieue résidentielle de Lisbonne. Oui, parce que en fait, on n'avait pas prévu ça. Moi, j'ai pas fait de business plan dans ce projet. Hein. Mais vous avez fait ça avec le cœur et avec les tripes. Avec le cœur, avec ma femme. Vous n'avez pas fait ça avec un tableau Excel. Non, il y a le tableau Excel, il est sorti beaucoup plus tard. Bon, maintenant, l'expert comptable a dû apprécier. Alors après, je vous en parlerai du tableau Excel, parce qu'à un moment, quand on commence à regarder les chiffres du bas, c'est là qu'on a lancé le café, parce que le café, le torréfié. Oui. Parce qu'effectivement, il faut être rentable. Et si vous voulez, en réponse à votre question sur le Portugal, c'est que ce projet d'inclusion par le travail en milieu ordinaire, avec des contrats comme les autres, avec des droits identiques à ceux qui travaillent dans une entreprise comme toute entreprise, eh bien, finalement, ça fait mouche. On est sollicité dans énormément de pays, et c'est pour ça qu'on est allé au Portugal. Oui, alors, il faut quand même rappeler pour nos auditeurs, parce que, allez, mettons la main à la poche, que vous vendez du café, que vous vendez du thé, et que les particuliers peuvent commander sur votre site internet pour s'associer à défaut de venir dans l'un des cafés joyeux s'ils n'en sont pas proches. Vous en avez à la main pour ceux qui nous regardent par internet, vous avez du café moulu, vous avez du café en grains, vous avez des capsules. Chers auditeurs, à vos cartes bleues. Ouais, merci, mais oui, parce que ça, c'est une pub qui est totalement désintéressée. Donc par des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes en situation de handicap qui sont autistes, trisomiques, etc. Oui, dans toute la partie logistique et dans la torréfaction. Et ce qui est très important, c'est qu'on est dans une entreprise ordinaire qui est détenue par une fondation. C'est-à-dire, c'est pas mon entreprise, c'est pas l'entreprise de mon épouse ou de qui que ce soit. C'est une entreprise désintéressée. C'est-à-dire, quelque part, on est en train de valoriser un nouveau modèle, un peu une hybridation d'entrepreneuriat désintéressé, d'intérêt général. C'est comme une forme de capitalisme 100% social. Et je pense que ça, c'est l'avenir aussi. Oui, et c'est pour ça qu'on en fait de la publicité, parce qu'aujourd'hui, on a 3000 entreprises qui consomment du café joyeux chez eux, ce qui permet aux chefs d'entreprise de faire participer ses collaborateurs à une mission d'inclusion, parce que tous les bénéfices, 100% des bénéfices, permettent de recruter des personnes avec trisomie 21, avec autisme dans nos cafés-restaurants, cafés joyeux. Et donc, on en fait de la publicité, comme vous avec vous à l'instant, comme avec
avec Nicolas. Et vous êtes venu accompagner Nicolas Destet, skipper, qui va prendre dans quelques semaines le départ de la route du café. Ça ne s'invente pas, aux couleurs des cafés joyeux. Dites-nous tout. Absolument. On a déjà fait la route du rhum en fait avec Café Joyeux l'année dernière. Oui. Et on poursuit. Mais vous n'avez pas créé les rhummeries joyeuses. Ça, c'est pas prévu. On reste sur le café et du thé. Il y en a pas mentionné le thé, mais il y a aussi le thé joyeux qui marche très bien. Et l'idée c'est de mettre en fait, de mettre dans la lumière en fait la mission de Café Joyeux, aux côtés des autres bateaux sponsorisés de manière classique par des entreprises qu'on connaît tous. Mais voilà, de faire exister Café Joyeux sur le devant, de mettre sur le devant de la scène en fait les gens qui sont normalement invisibles. Et de faire du coup la pub pour faire connaître la mission et vendre les produits. C'est une transat en solitaire. Alors là c'est en double. La route du Rhum était en solitaire l'année dernière. Oui. Et là c'est une transatlantique en double. Vous partez avec un équipier ou une équipière avec un collègue qui n'est pas un équipier joyeux dans le sens où on l'entend chez Café Joyeux, qui sont les personnes comme les guides chez Dans le Noir, mais les gens qui vous servent en fait, que vous pénétrez l'enceinte d'un café joyeux. Mais on a l'honneur de porter les couleurs de Café Joyeux. On fera tout pour. Il y a une question, le jeune autiste qui vous avait interpellé, est-ce qu'il a eu du travail donc finalement? Alors Théo, on a fait un appel à Théo, on l'a recherché parce que c'était en 2013, le temps qu'on mette le projet, parce que vous voyez, on a ouvert le premier café en 2017, c'est-à-dire quasiment 3-4 ans plus tard, et en fait on n'a pas retrouvé Théo, mais c'est comme s'il était plus que omniprésent partout, il est dans notre cœur. Et je me dis, il a rendu un service incroyable. Aujourd'hui, 154 équipiers en CDI. C'est à la fois une goutte par rapport à ce qu'il y a à faire, mais en même temps, c'est ça de gagner. Et des cafés joyeux, il y en a un peu partout, à Paris, à Toulouse, allez-y, dites-les. Ouais, on est à Bordeaux, on est à Lyon, on est à Tours, on est bientôt à Angers, on a le premier qui a ouvert à Rennes, on va ouvrir à Marseille aussi, pas très loin de l'avenue de la République. Et puis on a des projets à l'étranger encore, parce qu'on pense que la France a quelque chose à montrer, c'est sa capacité à être un leader dans le social. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et parfois débouchent dans l'océan. Eh bien écoutez, c'est magnifique, surtout qu'à Cascais passe le Tage qui se jette dans l'océan d'ailleurs, comme c'est votre dernière ouverture. Je connais assez bien cette région au Portugal. Merci et je tiens à vous dire bravo à tous les trois. Chanel Lenoir, directrice générale de Dans le Noir, Lotte Finois-Nézard, directeur général de Emmaüs Solidarité, Yann Bucaille, fondateur et directeur général des Cafés Joyeux. Bonne chance, Nicolas Destet, pour la transat la route du café. Ça commence donc quand? Le 29 octobre. Le 29 octobre. Merci Jérôme Laverny de ce plateau vraiment qui donne vraiment beaucoup d'espoir, je vous le dis franchement. Tout de suite, de Sud Radio à votre service avec Cécile de Ménibus, et juste après, au cœur de la mêlée avec François Trio et l'équipe des sports.